is my hope that out of this solemn occasion, a better world will emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the wish for freedom, tolerance, and justice. Salut les campeurs et bienvenue sur ce nouveau Grumpy Seb Mat des films qui pour le coup va s'intéresser à 3 films mais pas 3 films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres puisqu'il s'agit d'une trilogie qui pourrait devenir une quadrilogie bientôt, ça reste encore à être confirmé. Mais on va commencer par un truc qui a un rapport total avec les films, mais pas vraiment, c'est au-delà, c'est beaucoup plus que ça. On va parler de Andy Serkis pendant un petit moment. Il y a plein de gens qui disent tout le temps « Oh le cinéma c'était mieux avant, blablabla ». Moi je suis heureux de vivre cette époque-ci. Déjà parce qu'on a tous les films d'avant qu'on peut redécouvrir, donc faut arrêter 2 secondes de chier tout le temps sur ce qui sort aujourd'hui. Si ça te plaît pas, t'as quand même multitude de trucs à découvrir et t'as certainement pas tout vu. Ensuite, parce qu'il y a Andy Serkis, on est en train depuis le début des années 2000 de vivre quelque chose d'unique. C'est une putain de révolution qui continue, alors qu'elle est déjà, j'ai l'impression, en tout cas a déjà atteint son niveau de perfection, arrive à aller encore au-delà, et je trouve ça absolument magnifique. Andy Serkis, il faut savoir qu'à la base, c'est un acteur normal qui a accepté le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et qui devait le faire donc en performance capture. Et puis après il comptait retourner à sa carrière normale, à savoir d'acteur physique pour le théâtre ou le cinéma, peu importe, ce qu'il fait d'ailleurs. Mais après il s'est retrouvé sur King Kong et il est devenu un pionnier de la performance capture. Le mec est une légende vivante et c'est juste extraordinaire. Je suis mais aux anges à chaque Planète des Singes de découvrir à quel point le précédent reste, en termes d'effets spéciaux de performance capture, hallucinant, mais surtout, à quel point, même en restant extraordinaire, il paraît presque obsolète par rapport au suivant. Et j'attends pas spécialement Avatar 2 comme un dingue, mais juste sur le point technique, putain, ce que Cameron va faire, je sens que ça va être hallucinant. Surtout qu'il est sorti en quoi, décembre 2009, Avatar. Et aujourd'hui encore, il est absolument merveilleux à regarder. Donc imagine un peu ce qu'il va faire avec plus de 10 ans entre les deux. Ça va être complètement dingue, sans compter qu'il compte faire la 3D sans lunettes. Bon, la 3D je m'en bats les couilles parce que j'aime pas ça, mais enfin j'avais bien aimé Avatar en 3D pour le coup, donc je me dis que ça peut être quelque chose. Mais après je m'en fous de la 3D. Mais je te parle juste en termes d'effets spéciaux, de performance capture, ce qu'il va faire, ça risque d'être extraordinaire. Donc voilà. Andy Serkis, au-delà de la performance capture, parce que c'est important aussi de le noter, c'est aussi un putain d'acteur, parce que dans performance capture, c'est quoi le mot le plus important? Performance. Sa prestation de César dans cette trilogie, elle est mais monstrueuse. Il aura jamais l'Oscar. Faut arrêter de rêver. On va pas lui filer l'Oscar, puisque pour beaucoup de gens, il y a qu'à voir Tintin, il était dans la catégorie film d'animation. Ça prouve que les mecs soit comprennent pas, soit en ont rien à branler. Donc pour la plupart des gens, le travail est uniquement vocal et ça s'arrête là pour eux. Donc la performance en tant que telle n'est pas prise en compte et je trouve ça absolument dommage. C'est pour ça que j'aime beaucoup expliquer ce qu'est la performance capture aux gens. J'essaie d'y mettre le maximum de passion possible pour transmettre le truc, pour qu'ils s'y intéressent. Après c'est compliqué parce que la plupart du temps les gens s'en foutent complètement de comment tu fais un film. Tout ce qui les intéresse c'est de voir le produit final. Mais en tout cas mon amour pour Andy Serkis ne fait que grandir parce que César, c'est un putain de rôle quoi. C'est extraordinaire quand tu vois dans les 3 films. Les 3 films, il est magnifique. Il a genre 2 dialogues dans le premier. Il n'en a pas énormément finalement dans le deuxième puisque César parle pas encore vraiment. Enfin, il parle beaucoup mais pas encore aussi correctement que dans War. Et là, t'as vraiment, c'est somptueux quand tu le vois en Capitaine Haddock dans Tintin. Mais la prestation qu'il livre, elle est sensationnelle.
j'ai toujours un petit problème avec Tintin. J'adore le film, hein, mais le regarder en VO, parce qu'il faut le regarder en VO, les acteurs sont vraiment formidables, ça fait toujours bizarre. Je me souviens déjà même pas comment s'appelle le capitaine Haddock, mais t'as Tintin, Snowy pour Milou, les Thompson pour les Dupont. C'est vraiment un film très étrange à regarder. Quand j'avais été le voir au cinéma, parce que j'habite dans une petite ville, donc c'est obligatoirement en VF, t'as Tintin qui dit Sapristi. Et là je me suis dit, oui, ça c'est Tintin. Puis je l'ai vu en VO et je le revois que en VO maintenant. Il n'y a plus de Sapristi. Et il y a des noms bizarres. Donc c'est vraiment une sensation très étrange. Mais voilà, donc Andy Serkis mériterait un Oscar et malheureusement ne l'aura certainement pas pour ce War for the Planet of the Apes. Et c'est vraiment dommage parce que c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, je me souviens, la première bande-annonce pour Rise of the Planet of the Apes, je trouvais bien, mais voilà, j'étais pas non plus super emballé. Et il y a une séquence où t'as César qui tourne juste, qui regarde sur le coin, qui pose en regard en coin, je veux dire. Et je me suis dit, waouh, il vient de se passer un truc. Et puis le Dawn of the Planet of the Apes démarrait sur un gros plan sur les yeux de César. Et ça avait toujours été le gros souci. D'ailleurs, c'est un souci dans les films de Zemeckis qu'il a fait en performance capture. C'est des yeux. Et là, tu vois le truc, c'est en gros plan. Donc tu vois, tu l'as directement dans ta gueule, surtout sur un écran de cinéma. Et tu fais, oh, ok. Il vient de se passer un truc et c'est assez extraordinaire. Et la performance d'Andy Serkis, elle est là, elle est juste que dans le regard. Il a porté son âme au personnage de César. Et tous les acteurs d'ailleurs, hein, je suis très très fan de Maurice dans la trilogie. Toby Kebbell était absolument magnifique en Koba dans Dawn. Et voilà, je suis sur le cul à chaque fois que je revois ces films-là. Et pourtant, Rise of the Planet of the Apes, je vais y venir maintenant donc, je l'aime bien, hein. C'est un chouette film, sympathique. Mais il n'est pas extraordinaire. Vraiment pas. Je trouve malheureusement qu'on se concentre trop sur James Franco et Freda Pinto. Pourtant Freda Pinto, quoi, je veux dire c'est une déesse la meuf quand même. Et je m'en fous un peu de leur histoire. John Lithgow, je suis très fan du mec et il livre une belle performance. Mais voilà, je trouve que l'histoire est pas super intéressante. Reste la partie des singes et surtout de César où tu vois son évolution. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que le reste du film. Maintenant, qu'on se méprenne pas sur ce que je dis, Rise reste un film très sympathique que je revois avec le même plaisir à chaque fois. Et puis de toute façon il dure 1h45 donc c'est bien rythmé, ça passe tout seul. Après voilà, je trouve que ça méritait d'aller un peu au-delà de ce simple postulat un peu simple finalement, ouais. Donc je le recommande d'ailleurs parce que c'est une trilogie assez cohérente, même si les deux films qui vont suivre prennent une direction assez radicalement opposée dans ce que ça raconte. Et bravo, puisque c'est le premier réalisé par Rupert Wyatt. Et le deuxième et le troisième sont réalisés par Matt Reeves. Alors Matt Reeves à la base tu te dis c'est le mec qui a fait Cloverfield. Je n'aime pas du tout Cloverfield pour ceux qui seraient pas encore au courant. Je trouve pas que ce soit le pire film de la Terre, hein, loin de là. Mais c'est à dire que quand tu fais déjà j'aime pas le... Comment ça s'appelle encore cette merde, le found footage, voilà. Je suis pas spécialement fan et là, en l'occurrence, le mec faisait de la mise en scène, ce qui est très bien pour un réalisateur, mais à partir du moment où un type est censé tenir une caméra, bah, tu t'es pas censé savoir comment tu dois aller chercher telle ou telle réaction autre part, tu vois. Donc c'était un peu étrange. Donc, nouveau réalisateur, nouvelle direction, Dawn of the Planet of the Apes, ou la planète des singes, l'affrontement en VF, parce que les titres français sont nazes pour cette saga, se déroule 10 ans après. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'original, donc le précédent, ça se passe donc 10 ans après. Il y a eu un virus qui était censé soigner Alzheimer, mais qui tue les humains et rend plus intelligents les singes, au point de les faire évoluer, au point de parler. Et là donc on arrive 10 ans plus tard, une bonne grosse majorité de la population mondiale est morte, les singes ont bien évolué, et on retrouve César qui vit dans une forêt avec sa femme et son enfant, sa femme qui est enceinte d'ailleurs, et tout son peuple de singes finalement. Et donc là tu les vois en train de mener leur vie normale
à chasser, etc. Et les 15 premières minutes sont quasiment muettes. Ils parlent en langage des signes ou comme des singes. Et donc, parce que César avait appris le langage des signes pour communiquer avec James Franco dans le précédent film. Et donc j'imagine qu'il leur a appris entre-temps à communiquer aussi comme ça. Et c'est quasiment muet. Et pour moi, bah, ça tutoie la perfection ces 15 premières minutes. C'est absolument hallucinant. En plus, t'as la musique de Michael Giacchino. Ça te rappellera parce que t'as une forêt, donc ça rappelle les jungles, et t'as quelques sonorités qui te rappellent un peu Lost, mais c'est pas du copier-coller, loin de là. Le soundtrack est vraiment somptueux, je vous le recommande. Et donc ce premier quart d'heure est vraiment très bien. Ça commence à perdre un tout petit peu en intérêt quand les humains débarquent. Non pas que ce soit mauvais, loin de là, mais en dehors du fait de voir... C'est pour moi le truc le plus génial, c'est de voir les singes côtoyer les humains, parce que c'est comme tout ce que je disais précédemment sur la performance capture, le travail sur le CGI, les effets spéciaux sont tellement incroyables que les singes sont là, ils sont vrais. Et quand tu vois le Tarzan avec Kellan Lutz de Twilight, je dis pas de... Ouais, il a fait Twilight, ce mec. Bah, c'était un film intégralement fait en performance capture et tu voyais que le truc avait genre 10 ans de retard, quoi. Je veux dire, même les Zemeckis qui sont arrivés bien avant lui avaient plus de gueule. Donc il y a un gros souci sur ce point. Et là, donc, puisque c'est Tarzan, t'as des singes, et là tu fais le comparatif entre les deux, tu te dis putain, quoi, il y a un monde. Et donc c'est là que tu te dis que faut quand même avoir des gens de talent pour faire la performance capture, parce que sinon ça sert à rien. Et puis le mieux c'est aussi de raconter un bon film. Donc pour Dawn, j'aime énormément le film, je le trouve 1 milliard de fois supérieur à Rise. Reste un tout petit souci, scénaristiquement parlant, je le trouve pas super palpitant, et c'est ça le gros souci. Donc c'est un film que je prends encore plus de plaisir à revoir que Rise, mais à partir du moment où les mecs viennent réparer leur putain de barrage, centrale nucléaire ou je sais pas quoi là, j'en ai strictement plus rien à branler, quoi. Je me fais un petit peu chier. Reste évidemment le fait que t'as les singes qui côtoient, etc. Et je trouve ça permet en fait de rester dans le film et de me dire putain, ouais, c'est vraiment très bien. Après t'as Jason Clarke et Kerry Russell qui sont des acteurs que j'adore. Il y a Gary Oldman qui joue le méchant, c'est pas vraiment défini qui est le méchant, donc c'est un peu compliqué, j'y reviendrai plus tard. Il est absolument formidable aussi. Donc c'est un film qui a énormément de qualité, qui se regarde sans aucun déplaisir aucun, mais sans aucun déplaisir aucun, c'est très moche ce que je viens de dire. Mais voilà, scénaristiquement, en plus j'ai l'impression de voir un remake, je ne sais plus du tout lequel film de la saga La Planète des Singes, mais ça m'a rappelé un petit peu celui-là, et ça faisait un peu remake, et du coup je me dis que techniquement le film est complètement fou, mais que scénaristiquement, malheureusement, il n'est pas à la hauteur. Maintenant, reste que le film est vraiment bien, on va pas se mentir, quoi. C'est un bon film, c'est pas extraordinaire, c'est pas à se taper le cul par terre, mais putain, il y a des bonnes performances là-dedans, techniquement, il est bien foutu, donc ça a de quoi t'emballer un minimum pour tenir pendant 2h10, et ça fait parfaitement le job, puisque comme je dis, je le revois assez fréquemment, sans aucun souci. Maintenant, on arrive sur le troisième volet, pas forcément la fin comme je le disais, mais troisième volet, War for the Planet of the Apes, ou La Planète des Singes, Suprématie en VF. Et là, oubliez tout ce que je viens de vous dire sur les deux précédents, c'est-à-dire que tu t'y attends pas, tu peux pas t'y attendre. T'as vu deux films, un sympathique, un bien, comment tu peux t'attendre à un truc extraordinaire? Et là tu te dis, attends, qu'est-ce que la Fox a livré début mars? Un film qui était la conclusion d'une trilogie. Le premier film était pour le coup une grosse merde, le deuxième était bien, mais, et le troisième était pas loin de tutoyer le chef-d'œuvre. Et les mecs, ils ont fait le coup 2 fois. Parce que War for the Planet of the Apes est à l'égal de Logan. C'est extraordinaire. Le film est complètement dingue. Je veux dire, humainement, enfin, singement, je sais pas exactement comment dire du coup, c'est une claque. C'est-à-dire que je sortais de la salle, mais j'étais encore sous le choc. J'ai assisté, et pourtant il dure 2h20, j'ai assisté à un truc extraordinaire. Tout ce que j'ai dit sur les qualités techniques de Dawn, c'est toujours là, c'est même encore meilleur. Et scénaristiquement, c'est dingue. Les similitudes avec Logan, les films ont été faits quasiment en même temps, donc il n'y a pas un qui a copié l'autre, c'est pas possible, hein. Mais il y a énormément de similitudes entre les deux. C'est complètement dingue. J'avais regardé que la toute première bande-annonce, où c'était un teaser, je ne sais plus exactement.
Et entre-temps, je l'avais quasiment complètement oublié. Donc je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. D'ailleurs, il y a une gamine dans le film. Une gamine, exactement comme dans Logan, d'ailleurs. Je savais qu'elle était dans le film parce que je l'avais vue sur une affiche. Sinon, ça a été une surprise. Et découvrir quelle autre similitude ça a, cette gamine, avec Logan, ça a été encore un autre truc. Je vous révélerai rien. Hein. Je compte absolument pas spoiler ou quoi que ce soit. Pour moi, l'idéal, c'est que vous voyez le film dans les mêmes conditions que moi. C'est un western. Enfin, il y a une partie qui fait un peu penser western, sous la neige d'ailleurs, qui va évidemment à nouveau rappeler Logan. Il y a plein d'autres trucs. Je vais pas révéler toutes les similitudes qu'il y a, parce que évidemment, si vous avez vu Logan, bah ça fait spoiler. Mais des similitudes, il y en a énormément et elles résonnent toutes dans les qualités du truc. C'est dingue. C'est-à-dire que scénaristiquement, c'est le film qui va vraiment se centraliser sur les personnages. J'ai été émotionnellement impliqué comme je l'avais pas été sur les deux précédents. Et c'est dingue, à un moment j'avais même les larmes aux yeux quoi. C'est complètement fou. Comme Logan, c'est centré sur l'humain, plutôt le singe du coup. C'est le cœur, l'âme et le centre de l'histoire, tout ça. T'as aussi un personnage qui est un comic relief, à savoir il s'appelle Bad Ape, méchant singe. Son histoire, elle est belle. Alors certes, le singe, il est là pour faire de la comédie. Et j'ai pas mal ri grâce à lui. À un moment, il court pour aller chercher un truc. Il se pète la gueule et c'est hors champ. Et tu l'entends dire « Oh, tout va bien !» Et il repart. Et c'est des petits détails. C'est même pas appuyé, tu vois. Juste, on te fait la vanne. Et on passe à autre chose. C'est un peu, pour prendre un autre exemple, Simon Pegg dans les Missions Impossibles. Il est là, il fait sa vanne, il n'y a rien autour. La vanne est faite, on passe à autre chose. T'as ri, t'as pas ri, peu importe. Et c'est exactement pareil ici, sauf que Bad Ape, derrière, il y a une très belle histoire. Et c'est vraiment le point fort du film, quoi. C'est-à-dire que t'es vraiment centré sur les singes, pour le coup. T'as pas les deux histoires en même temps, comme sur Dawn. D'ailleurs, très important, je disais à propos de Gary Oldman qui n'était pas super bien identifié en tant que méchant. Ici, tu as le formidable Woody Harrelson qui joue le méchant. Et putain, qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment formidable. Et là, pour le coup, il est vraiment défini en tant que méchant. Et il fait le job, mais parfaitement. D'ailleurs, la conclusion du film est complètement inattendue. J'ai eu l'impression, en regardant le film, parce que tu t'attends à ce que ça aille dans une direction. Et encore une fois, comme Logan, le film prend toujours une direction totalement inattendue. Il ne va jamais là où tu l'attends. Et je trouve que c'est vraiment admirable que deux films du même studio, alors que la Fox, il n'y a pas si longtemps que ça, on leur chiait dessus à chaque sortie, a raison. Là, les mecs, ils t'enchaînent les deux trucs en 6 mois. Bravo, quoi. Mais donc, la conclusion, elle est complètement inattendue. T'as eu dans le précédent l'affrontement entre Kuba et César. Et les mecs, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, bah c'est pas nécessaire de refaire la même chose. Donc on va prendre le contre-pied de ça et on va aller bien au-delà. Et j'ai trouvé ça magnifiquement bien vu. C'était super intelligent et j'ai trouvé cette fin très, très réussie, très poignante. Encore une fois, je vais rien vous révéler, mais ça prend vraiment une direction. On s'y attend pas, quoi. C'est comme le précédent en VF s'appelait l'affrontement. T'attendais l'affrontement. Là, c'est la guerre. Ils ont pas pris le titre guerre dans le titre VF, et c'est tant mieux, parce que s'ils avaient encore rajouté un truc genre affrontement, tu t'aurais attendu ça et tu te serais dit mais non, vraiment, en plus, comme j'avais pas vu les précédentes, j'ai tout revu d'ailleurs, j'ai revu toutes les bandes annonces après avoir vu le film, et ça en montre beaucoup. Donc si vous les avez pas vus, continuez de ne pas les voir, parce que le climax est vraiment très réussi. Donc voilà, comme je le disais, ouais, c'est un film, c'est vraiment beau, c'est poignant, c'est intelligent. Andy Serkis livre encore une performance de dingue. Sa relation avec Maurice est toujours subtilement écrite. C'est vraiment, mais je suis sorti du film. À un moment, j'étais en train je prenais mon téléphone, je voulais tweeter que j'étais sous le choc. Et j'avais un peu la main qui tremblait. Ça fait con, hein, ce que je dis. Mais j'ai eu un truc approximativement pareil en sortant de Gravity. Ça n'a pas le même impact, hein, mais en sortant de Gravity, j'avais un peu oublié comment on marchait. C'est-à-dire que je m'étais pris le truc dans la gueule, et c'était assez extraordinaire. Des gens me disent que Gravity marche moins bien une fois que tu l'as vu au cinéma, que le revoir en Blu-ray. Mais je pense que
c'est le fait de ne pas le redécouvrir. La première fois que tu le découvres, ça fait un choc beaucoup plus fort que quand tu l'as revu et que tu sais où tu vas et comment tu y vas. Enfin bref, là n'est pas la question. Donc là, ouais, on a un méchant vraiment défini qui reste... qui a des raisons d'être ce qu'il est. Encore une fois, c'est centré sur l'humain et je trouve ça absolument génial. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs que pour moi, j'aime pas faire ça, tu sais, c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Mais Logan était mon numéro 1 qui me semblait difficile à dépasser. Et encore une fois, c'était pas du tout attendu. Je pouvais pas voir venir le truc. Mais ouais, je pense que War for the Planet of the Apes est passé numéro 1. Parce que son méchant à lui est réussi. Et que j'ai été vraiment surpris par la fin. Alors que celle de Logan, je m'y attendais un petit peu. Là, en l'occurrence, j'ai été surpris à tous les niveaux. C'est-à-dire que, sans rien révéler, t'as la première heure du film qui... Je vais arrêter de dire que je vais rien révéler, parce que je pense que vous avez compris que j'allais rien vous révéler. Mais la première partie du film, t'as tout un truc qui se passe, et dans la deuxième, là, ça commence... Tu pourrais t'ennuyer si tu prends pas l'histoire. Mais si tu rentres pas vraiment dedans, ça va paraître un peu long, parce que tout se passe vraiment presque au même endroit. Et malgré ça, putain, quoi, c'est très très fort. Tu vois les personnages qui continuent d'évoluer et tu te dis, mais putain, mais j'aime... moi personnellement, si j'arrive à écrire un truc à 80% aussi bon, mais je me considère vraiment comme un champion, quoi. Et ce film est d'une beauté, mais vraiment. Sa conclusion, elle est sublime. Et d'ailleurs, si la saga s'arrête maintenant, c'est la conclusion vraiment parfaite pour t'amener aux Planètes des Singes originelles. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ce sont des préquels qui doivent t'amener au film de 68, si je dis pas de bêtises, avec Charlton Heston. D'ailleurs, dans Rise, tu vois le fameux moment où la navette est envoyée dans l'espace. Donc, ouais, c'est dingue. Là, tu te dis, c'est bon, ça peut s'arrêter maintenant. Dawn, lui, lancé complètement sur une suite. Celui-ci est une vraie conclusion. S'il décide de faire une suite, et que Matt Reeves, qui va s'occuper de Batman, putain, Batman est entre de bonnes mains, ça fait plaisir. S'il ne revient pas et qu'ils mettent n'importe qui et qu'il fait n'importe quoi, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave si le prochain film est une merde, ce que j'espère pas quand même, hein, mais c'est pas grave parce qu'on a une conclusion qui fonctionne merveilleusement bien pour t'amener au film original. Et donc la trilogie pour moi se tient parfaitement s'ils décident de pas faire de suite. Ce que je leur recommanderais, ce serait merveilleux. Après peut-être aller, je sais pas, voir, parce qu'il disait que grâce à Bad Ape, justement, on pouvait aller découvrir d'autres singes ayant vécu ailleurs. Je pense que ce serait ça qui serait intéressant de faire maintenant, plutôt que de se concentrer à nouveau sur la petite bande à César. Même si ça, encore une fois, ça me dérangerait pas à partir du moment où c'est bien fait. Mais voilà, t'as une vraie conclusion qui est vraiment très très belle et ça n'amène pas à une suite, quoi. Voilà, t'es pas obligé de faire une suite, mais si suite il y a et qu'elle est nulle, c'est pas grave, je vais pas m'en plaindre. Il y a la trilogie qui est là, elle est très bien comme ça, et surtout ce troisième volet, quoi. Je vais me répéter encore pour la 5000e fois, mais ce film est pas loin d'être presque parfait, quoi, finalement. Je pense pas que c'est un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, hein, mais c'est un beau film qui prend vraiment aux tripes, qui est profondément humain, et j'ai envie de voir des trucs comme ça plus souvent. Donc moi, quand je vois plein de gens qui arrêtent pas de se plaindre, ouais, il y a plus de bons films au cinéma, si, il y en a encore, faut juste parfois faire le tri, et comme je le disais, tu peux aller chercher tout ce qui s'est passé avant, et le regarder. T'es pas obligé d'aller voir tous les Marvel alors que tu détestes ça, t'es pas obligé d'aller voir tous les Transformers alors que tu détestes ça, t'es pas obligé d'aller voir tous les fameux shared universe qui sont en train de te faire alors que tu détestes ça, et sans doute à raison. Je veux dire, Kong Skull Island, pour moi, enfin je veux dire, en termes de mise en scène, c'était assez extraordinaire, et puis voilà, scénaristiquement, c'est quand même un des trucs les plus nazes que j'ai vu cette année. Donc voilà, non, il y a un milliard de choses à faire, et puis de temps en temps, c'est vrai que ça arrive pas tout le temps, bah t'as des films comme War for the Planet of the Apes, et personnellement, bah je suis prêt à enquiller des Transformers et compagnie, si ça peut me permettre d'en avoir au moins un comme ça par an. Et là, on en a eu deux. On a eu Logan et ce War for the Planet of the Apes, et juste pour ça, mais putain, Matt Reeves, mais je t'aime, merci mon gars, je m'y attendais tellement pas, quoi, je me suis pris une claque mais monstrueuse dans la gueule. Je disais que la BO pour Dawn for the Planet of the Planet of the Apes, pas for the Planet of the Apes, était sublime. J'ai l'impression
que Michael Giacchino travaille selon le scénario, en fait. Donc, la palette musicale est encore plus haute. J'ai réécouté il n'y a pas longtemps celle de Dawn, elle était magnifique, mais celle de War for the Planet of the Apes est complètement folle. C'est une de ses meilleures de ces dernières années. C'est vraiment... la BO est à la hauteur du film, en fait, tout simplement. Donc voilà, je sais qu'en France il sort assez longtemps, il sort en mois d'août, donc vous avez encore un petit peu de temps. Nous personnellement cette semaine on n'a pas eu Spider-Man Homecoming, on l'aura la semaine prochaine, mais du coup on a eu War for the Planet of the Apes et j'ai un peu l'impression qu'on a gagné au change parce que c'est encore une fois juste pour moi pour l'instant le plus beau film que j'ai vu cette année, avec Logan, avec Okja et avec A Monster's Call. C'est vraiment un putain de beau film, donc foncez le voir dès qu'il sort en salle, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez aimé Rise et Dawn, c'est impossible de ne pas aimer celui-ci. C'est juste absolument impossible. Donc foncez le voir et vous me remercierez si au cas où vous vous disiez je vais peut-être pas y aller. Non, franchement, si vous allez voir plein de films que vous savez que vous n'allez pas aimer, que vous allez les voir quand même juste pour pouvoir chier dessus et que derrière vous allez pas voir ça, moi personnellement je peux plus rien faire pour vous. Donc voilà, War for the Planet of the Apes, c'est formidable, c'est un film merveilleux et Andy Serkis mérite un putain d'Oscar pour sa performance, ce qu'il n'aura pas et c'est grandement dommage. Donc voilà. Je sais pas comment je pourrais encore vous dire autrement que ce film je l'aime d'amour. Donc foncez le voir, faites-moi confiance. Vous allez pas le regretter, c'est impossible. Je comprendrai pas que vous le regrettiez. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, du moins je pense. Batman est d'entre de très belles mains. J'espère qu'ils n'oublieront pas de conserver un tel niveau de beauté, d'humain, de cœur, d'âme sur le prochain s'ils en font vraiment un. Et en attendant, allez le voir et allez le revoir parce que c'est vraiment un très beau film. Nous, on se retrouve très bientôt, probablement pour parler de Spider-Man. Pas forcément de Spider-Man Homecoming, je sais pas si j'aurai des choses à dire, mais il y a énormément de choses à dire sur Spider-Man, puisque là, en l'occurrence, il s'avère que c'est le 6e film, 7e si on compte son apparition dans Captain America Civil War. Donc voilà, foncez voir dès qu'il sort War for the Planet of the Apes, et en attendant, revoyez Rise et Dawn of the Planet of the Apes. Merci, Matt Reeves, je t'aime. Et Andy Serkis, tu es un putain de dieu vivant. On a perdu David Bowie, mais on t'a encore toi, et c'est tout ce qui compte.